Alors, bonsoir à tout le monde. Il est 19 h. On va donc commencer le Facebook Live que la commune d'Ixelles a souhaité organiser. Ça fait un peu plus d'1 an qu'on ne parle pratiquement plus que de ça. Cette épidémie à l'échelle planétaire qui nous touche, qui perturbe nos vies. On a évidemment énormément d'émissions de reportages qui parlent de ce sujet-là. Parfois, on en est même trop, on est parfois même lassé. Néanmoins, on est tous et toutes en attente de pouvoir retrouver une vie entre guillemets normale, de pouvoir retrouver un certain nombre de nos libertés qui ont été sacrifiées pour essayer de combattre cette pandémie. À l'échelle d'Ixelles, nous avons souhaité organiser à ce moment-ci ce Facebook Live pour pouvoir évoquer un peu et faire le point, à la fois à la suite des dernières décisions qui ont été prises par le Codeco, c'est-à-dire l'organe gouvernemental qui réunit à la fois le fédéral mais aussi les régions et qui, de manière régulière, édicte les nouvelles règles en vigueur et parfois les perspectives. C'est aussi l'occasion de faire le point sur la situation épidémiologique. Nous pensons que nous sommes, nous l'espérons en tout cas, arrivés à une phase où on peut aborder cette épidémie de façon différente de ce qui a pu prévaloir depuis le début de la crise maintenant. Avec nous ce soir, il y aura Marius Gilbert, qui est un épidémiologiste à l'Université libre de Bruxelles. Il dirige le laboratoire d'épidémiologie spatiale. Il est chercheur au FNRS et il conseille effectivement depuis pratiquement le début le gouvernement quant aux décisions qui doivent être prises pour lutter contre la propagation du Covid. Il est également vice-recteur de l'ULB, l'ULB qui est évidemment cher aussi à nos cœurs en tant qu'Ixelloise et Ixellois. Alors, voilà, Marius nous a rejoint, merci beaucoup. Voilà comment ça va se passer. Alors, vous nous avez déjà envoyé quelques questions par écrit sur Facebook, et évidemment, on va les reprendre. Et puis, nous allons commencer peut-être par rapidement dresser la situation actuelle, tant sur le plan de l'épidémiologie, sur le plan de la vaccination, et sur le plan des dernières mesures qui ont été adoptées. On va faire ça assez rapidement pour laisser le plus de temps à des échanges sur base de l'expertise d'une part de Marie Gilbert, de vos questions et des échanges qui peuvent en découler. Alors, au niveau des... si on peut passer le petit PowerPoint que nous avons organisé, ce ne sera pas très long. Et j'en profite pour saluer toutes celles et ceux qui nous rejoignent. Donc, au niveau de la situation épidémiologique, je ne vois pas encore le PowerPoint, il va arriver. Au niveau de la situation épidémiologique, on est en Belgique. En fait, depuis quelque temps maintenant, le gouvernement et surtout le ministre de la Santé a fixé un certain nombre d'objectifs, à la fois au niveau belge et qu'on peut reproduire à l'échelle des régions ou à l'échelle d'une commune, hein, si on fait simplement des règles de 3. Il y a un objectif de 800 contaminations par jour pour estimer qu'on est dans une situation un peu satisfaisante. On est aujourd'hui à l'échelle belge à 3600 contaminations par jour. En région bruxelloise, on est à 456 contaminations et on pourrait avoir, si on calcule la proportion de la population bruxelloise sur l'échelle belge, on devrait atteindre 86. En région flamande, en région wallonne, la situation est pas très différente. On voit qu'il y a encore une grande différence entre les objectifs qui ont été assignés et la situation actuelle au niveau des contaminations. Si on prend les hospitalisations, qui sont l'autre critère qui a été pris en considération de manière assez forte dans la gestion de cette crise, on est à une moyenne de 227 hospitalisations par jour. Et puis, on fait toujours attention à ce qu'on appelle les ICU ou les unités de soins intensifs. Et là, malheureusement, on est encore dans des chiffres assez élevés, puisque nos hôpitaux sont toujours dans une phase où ils doivent consacrer 60% des lits en soins intensifs pour la Covid, pour gérer ça, ce qui laisse très peu de place pour toutes les autres pathologies et toutes les autres maladies. C'est une grosse difficulté.
Au niveau des décès, on est à une moyenne de 39 décès par jour. Vous dire qu'on a un peu quand même regardé les chiffres de comparaison pour établir une surmortalité éventuelle, ce qui était vraiment le cas en 2000, et en particulier au mois d'avril. Depuis le mois de janvier, il n'y a pas de surmortalité si on compare aux dernières années, les mois de janvier, mars, février et avril, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Et s'il y a une bonne nouvelle, c'est peut-être aussi, on peut passer au point sur la stratégie de vaccination, c'est que la vaccination, elle a commencé au début de l'année. Elle a d'abord essayé de toucher les maisons de repos et un public qui a payé un tribut extrêmement dur dans cette pandémie. Et donc, il y a eu la vaccination dans les maisons de repos, il y a eu ensuite des vaccinations dans les hôpitaux et le personnel soignant, et puis le personnel de première ligne au niveau des soins. Et on est passé ensuite à des collectivités, et puis on a commencé à essayer de vacciner les plus âgés d'entre nous, en descendant progressivement. Ça, on a augmenté les cadences de manière très forte, en même temps que les vaccins en approvisionnement et augmenté aussi leur dose. On est aujourd'hui dans des situations où on a, grâce aux 10 centres de vaccination qui sont disponibles, notamment à Bruxelles, atteint le cap des 2,7 millions de personnes, de Belges, qui sont vaccinés au 27 avril. C'est un point assez important, et on verra qu'au niveau de la population qui était présentée comme la population à risque, les plus de 65 ans, on a une moyenne de 77% de cette population de plus de 65 ans qui aujourd'hui a au moins reçu une dose, et avec des disparités entre les régions, on pourra y revenir éventuellement plus tard, 69,5% pour la première dose à Bruxelles, 80,5% en Flandre, 73,4% en région wallonne. Alors, dans les pourcentages par commune en région bruxelloise, il y a un petit tableau qui montre ici qu'il y a des différences qui peuvent exister entre communes dans les pourcentages de personnes qui se font vraiment vacciner. Je rappelle que la vaccination n'est pas obligatoire, et XL en tout cas se situe plus ou moins dans la moyenne régionale, puisque la moyenne est à 69,5% et XL, on est à 68,9% pour les plus de 65 ans. On voit qu'on est plus ou moins dans ces états. On essaye de faire mieux parce que on peut constater que dans ces stratégies de vaccination, eh bien, elles ont une conséquence sur les décès, et on voit bien qu'il y a nettement moins de décès, que le public à risque, en tout cas, diminue très 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 fortement, celui qui malheureusement pouvait aller, lorsqu'il était contaminé, jusqu'à des décès. On voit que la vaccination a des effets positifs dans le fait qu'il sauve des vies, et ça c'est heureusement une nouvelle qui est extrêmement importante. Comme d'autres communes, XL a pris des mesures pour essayer d'accompagner toutes les procédures qui existent à la fois au niveau de la région, au niveau fédéral, une sensibilisation, une communication, en particulier pour l'aide aux personnes à mobilité réduite, un call center qui a été mis en place avec un numéro que tout le monde peut appeler tous les matins du lundi au vendredi, le 0800 35 058, où on peut recevoir de l'information, on peut en même temps aider parfois à s'inscrire via le logiciel Bruvax qui permet de s'inscrire dans la vaccination. Et il faut dire aujourd'hui que beaucoup de personnes peuvent déjà prétendre à la vaccination, puisqu'on a ouvert aux plus de 45 ans la possibilité de pouvoir s'inscrire. Il y a 2 références importantes à retenir: Bruvax pour pouvoir s'inscrire par Internet, ou le 214 19 19, 02 214 19 19, qui permet d'avoir et des informations et de pouvoir s'inscrire dans des listes d'attente, ou de pouvoir être organisé, de pouvoir avoir accès à ces vaccinations. C'est évidemment très important. Alors, au niveau des décisions qui ont été prises lors du Codeco du 23 avril 2021, depuis le lundi 26 avril, les commerces peuvent à nouveau recevoir leurs clients sans rendez-vous. Il n'est plus obligatoire de faire ses achats seul, et on peut être accompagné par un autre membre de son foyer. Les métiers de contact non médicaux peuvent réouvrir sous des conditions de protocole renforcées.
Au niveau de l'espace public, on autorise des groupes jusqu'à 10 personnes. Et puis, il y a des activités en extérieur qui peuvent réunir jusqu'à 50 personnes qui peuvent être autorisées. Ça peut être des activités culturelles ou des manifestations ou d'autres ordres, mais il faut pouvoir demander l'autorisation, mais on est jusqu'à 50 personnes. À partir du 8 mai, il a été décidé que l'ORECA pourrait ouvrir à l'extérieur, sur des terrasses, avec un maximum de 4 personnes par table, plus si les personnes font partie d'un même foyer. Il faut 1,50 m entre les tablets, il faut être assis uniquement. Le port du masque est obligatoire pour le personnel et les clients tant qu'ils ne sont pas assis à table. Et il y a la possibilité pour les clients d'accéder ponctuellement à l'espace intérieur, notamment pour les sanitaires, en utilisant évidemment son masque dans les déplacements. Et les heures d'ouverture sont de 8 h à 22 h. À partir du 8 mai aussi, au niveau de la jeunesse et du sport, il y a des activités qui peuvent être organisées à l'extérieur, avec un maximum de 25 participants, et ce pour tous les âges, sans public et sans nuitée. Les enfants jusqu'à 12 ans inclus peuvent se retrouver à l'intérieur, ce qui est assez exceptionnel, avec 10 participants maximum. Et il est dit qu'à partir du 25 juin, des activités organisées à l'intérieur et à l'extérieur pourraient être autorisées avec un maximum de 50 participants. Au niveau de la culture, là, c'est malheureusement encore fort fermé. Et ce qui explique d'ailleurs pas mal d'actions qui sont menées par le secteur culturel. On pourra peut-être y revenir dans le cadre de la discussion. Voilà, c'est rapidement dressé une petite photographie de la situation aujourd'hui, mais je propose peut-être de passer la parole à Marie Gilbert qui complétera avec sa propre expérience et aussi notamment au niveau de la Covid, mais aussi des différents échanges et débats auxquels il a l'occasion de participer, des questions qui nous reviennent souvent. Merci. Merci beaucoup. Alors, bon, je vais tenter en quelques minutes de situer un petit peu le moment où on se place dans cette épidémie, parce que, bon, on le comprend bien, il y a tellement d'éléments de la vie collective qui sont liés en fait à l'évolution de l'épidémie chez nous, que c'est important de bien comprendre où est-ce qu'on est, où est-ce qu'on va. Je pense qu'on ne va pas revenir nécessairement sur le passé, par souci de temps, on pourrait le faire très rapidement, mais c'est ça le principal objectif. Alors là où on en est pour le moment, on est vraiment, je pense, à la veille vraiment d'une charnière, d'un basculement que va permettre la vaccination. C'est-à-dire que on a vécu pendant pratiquement un an avec comme seul instrument pour lutter contre ce virus les mesures non pharmaceutiques que vous avez connues et que tout le monde a connues, que j'ai connues, qui consistent à limiter les contacts sociaux, qui consistent à utiliser ça dans toutes sortes de circonstances, et qui consistent à fermer des secteurs parfois entiers à des moments critiques dans l'épidémie. Or maintenant, et depuis plusieurs mois, il a fallu tout le temps pour que tout ça se mette en place, mais il y a ce vaccin qui a en fait une capacité à protéger les personnes qui sont vaccinées des formes sévères de la maladie. Or, on le sait, depuis le début de cette épidémie, le problème, ce n'est pas tant le fait d'être infecté, parce qu'en fait, il y a un grand nombre de personnes qui font plutôt des formes bénignes de la maladie. Le problème, c'est soit de faire des formes plus sévères qui amènent à des séquelles. Alors, on parle assez peu des personnes qui font des Covid longs, mais il y a des personnes qui font des Covid assez sévères et qui ont des séquelles, parfois à long terme, qui les affectent durablement dans leur fatigue, dans leur capacité pulmonaire, dans toute une série de fonctions. On en parle assez peu. Et il y a aussi toutes des personnes qui font des formes sévères, qui nécessitent une hospitalisation, parfois une admission aux soins intensifs, et qui mènent malheureusement un certain nombre de personnes à des décès. Et donc on le voit bien que, en fait, dès le moment où le vaccin a cette capacité protectrice, c'est-à-dire qu'il empêche à la fois de faire une infection, mais surtout de faire une forme sévère, eh bien, ça change complètement la donne du point de vue du coût-bénéfice que l'ensemble des mesures de prévention de la transmission peuvent avoir. Et on en est vraiment là maintenant, c'est-à-dire qu'on est à un moment où la transmission reste à un niveau assez haut, c'est-à-dire qu'on n'arrive plus à avoir vraiment collectivement de prise sur la transmission. La transmission, c'est un peu comme un savon qu'on essaierait d'attraper dans une douche. On n'arrive plus à l'attraper parce que
Je pense qu'il y a une fatigue énorme dans la société pour continuer à maintenir les mesures de prévention, pour continuer à ne plus voir des gens qu'on a envie de voir, et des choses comme ça. Et donc il y a de plus en plus de gens qui le font. Et malgré tout, c'est ce qui contribue à maintenir la transmission à un niveau relativement élevé. Mais parallèlement à ça, on voit que les hospitalisations étaient restées à un niveau relativement élevé, excusez-moi, mais commencent depuis 2-3 semaines à diminuer, et on assiste petit à petit maintenant à un décrochage du signal de l'évolution de la transmission avec celui des hospitalisations. Et ça, c'est un phénomène qu'on a vu dans un premier temps chez les personnes les plus âgées, d'abord dans les maisons de repos. On a vraiment vu une chute drastique de la mortalité dans les maisons de repos. Et on voit maintenant que, à la fois dans les décès, donc on voit déjà l'effet de la vaccination sur les personnes les plus âgées, jusqu'il y a quelques semaines, la distribution des décès par classe d'âge, vous aviez quelque chose de très croissant. C'est-à-dire que si vous aviez un graphique qui montrait la quantité de personnes qui décédaient de cette maladie en fonction de l'âge, vous avez quelque chose qui allait comme ça. Et maintenant, ça fait comme une bosse. C'est-à-dire que le nombre de décès chez les personnes les plus âgées sont plus faibles que le nombre de décès chez des personnes entre 65 et 75 ans. Et ça, c'est déjà un premier renversement qui est un bénéfice des campagnes de vaccination qui ont touché les personnes les plus âgées. Et ce bénéfice, maintenant, au fur et à mesure que les personnes plus jeunes, donc quand je dis plus jeunes, c'est plus de 75 ans, plus de 65 ans, et puis plus de 55 ans, et ainsi de suite, se font vacciner et sont protégés dans des proportions de plus en plus significatives, eh bien, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir d'une part que les décès dans ces classes d'âge-là vont continuer à diminuer, et surtout que le nombre de personnes qui vont se faire hospitaliser va continuer à décroître. Et c'est ça qui va permettre, en fait, de reprendre une vie collective beaucoup plus normale. C'est le fait qu'on ait protégé les personnes des formes sévères de la maladie. Et donc, on devrait atteindre d'ici, je dirais, un mois, un premier cap qui est vraiment un cap déterminant. C'est ce cap où les personnes à risque, c'est-à-dire les personnes de plus de 65 ans ou les personnes plus jeunes avec des comorbidités, sont protégées et donc ne vont pas remplir les hôpitaux avec de nouvelles hospitalisations tous les jours. Et ça va être un premier cap, et c'est ce premier cap qui va nous permettre de réouvrir et de repermettre tout un grand nombre d'activités sans que ça se traduise par des engorgements hospitaliers. Le deuxième cap, et ça c'est un objectif à plus long terme, et qui est un objectif qui sera atteint que vers la fin de l'été, c'est celui où il y a suffisamment de personnes vaccinées dans la société pour que le virus n'arrive plus vraiment à se transmettre d'une personne à une autre. Et à ce moment-là, en fait, il y a vraiment, si on arrive à ce cap-là, on devrait pouvoir reprendre une vie pratiquement normale. Alors, il reste deux incertitudes par rapport à cette reprise d'une vie normale, et c'est pour ça qu'il faut rester relativement prudent par rapport à l'automne et à l'hiver prochain. La première de certitude, c'est, on vient de le rappeler, la vaccination n'est pas obligatoire, donc il n'est pas on ne sait pas encore très bien jusqu'où on va pouvoir aller en termes de couverture vaccinale sur l'ensemble de la population. Et la deuxième incertitude, c'est l'évolution de variants. Donc c'est un virus, c'est un organisme vivant, donc il y a un certain nombre de mutations, ça fait partie de son cycle naturel, mais qui, comme ce virus circule dans de très nombreux pays, et il circule de façon très très forte pour le moment. On a vraiment des situations assez alarmantes, notamment en Inde, avec des millions de personnes infectées, et au Brésil également. Eh bien, toutes ces infections donnent l'occasion au virus d'évoluer et éventuellement, par cette évolution, d'acquérir des caractéristiques qu'on ne connaît pas encore maintenant. Alors jusqu'à présent, les résultats qu'on a, que les immunologues je dirais compilent, sont plutôt rassurants, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'évolution de variants qui montrent des résistances claires par rapport aux vaccins qui ont été utilisés jusqu'à présent. Donc il n'y a pas vraiment d'inquiétude pour le moment, mais je pense qu'il faut rester prudent parce que c'est un organisme vivant et il faut accepter qu'il y ait une nature imprévisible par rapport à ça. Donc ça c'est un petit peu pour résumer les choses. Et donc, en termes de décès, on va plutôt maintenir une tendance à la diminution, en termes d'hospitalisation aussi. Et comme ça vient d'être souligné, ce qui a motivé l'ensemble des mesures, c'est vraiment la protection de notre système de soins, parce que,
en fait, des lits de soins intensifs, ils sont nécessaires pour soigner des pathologies communes. C'est-à-dire qu'on n'accepterait pas, encore maintenant, que des personnes décèdent parce qu'elles ont fait un infarctus, ou elles ont fait un AVC, ou tout d'un coup, elles ont eu besoin d'une admission en soins intensifs et qu'il n'y ait plus de lit. On considère que c'est quelque chose d'inacceptable. Et donc, on cherche à préserver cette capacité. Et c'est en faisant ça, et c'est pour pouvoir faire ça, qu'on limite les hospitalisations par des mesures non pharmaceutiques. Et donc, c'est vraiment là maintenant que le vaccin va complètement changer la donne. Il faut encore un peu de patience par rapport à ce déploiement vaccinal, et pas tellement par rapport au déploiement, parce que maintenant, on arrive à un niveau en termes de campagne de vaccination qui est assez élevé. C'est-à-dire que il y a 3 semaines, on a vacciné 430 000 personnes sur une semaine. Il y a 2 semaines, c'était 470 000 personnes sur une semaine. La semaine dernière, c'était 370 000 personnes pour une semaine. Donc, ce sont des nombres qui sont très impressionnants. Donc, on a beaucoup plus vacciné sur les 3 dernières semaines que ce qu'on avait vacciné pratiquement sur toute la période qui avait précédé. Donc, on est vraiment à un régime de croisière en termes des campagnes de vaccination qui est élevé. Et c'est maintenant qu'on va en tirer le bénéfice, parce que quand on vaccine quelqu'un avec une première dose, il faut un certain temps pour que la protection se manifeste, et puis pour qu'on voit l'effet de cette protection dans la transmission et dans les personnes qui sont admises aux hôpitaux. Donc on voit ces effets dans les hospitalisations. Donc voilà, donc on va maintenant tirer profit de tout ça. Et alors il y a un petit peu maintenant, je dirais, 2 dynamiques, 2 vitesses. Et c'est là qu'il faut encore un petit peu rester prudent, parce que si on relâche trop et trop vite maintenant, la vitesse à laquelle la transmission va augmenter pourrait être plus rapide que la vitesse avec laquelle on vaccine. Et c'est pour ça qu'on maintient encore un certain nombre de mesures maintenant. C'est pour que la vitesse avec laquelle on protège des gens soit plus grande que la vitesse avec laquelle des gens sont susceptibles de se faire infecter si on relâchait trop vite. C'est ça qui justifie le maintien d'un certain nombre de mesures avec le calendrier qui vient d'être souligné. Ça, c'est une question qui est posée dans les échanges, c'est de se dire, si on est vacciné, est-ce qu'on doit continuer à porter le masque? Et pourquoi est-ce qu'on doit continuer à porter pour le moment le masque? Je pense que je suis donc, comme ça, c'est peut-être important de le souligner, moi je ne suis plus du tout associé au processus de décision, donc je peux juste donner mon avis et mon interprétation sur les raisons qui sous-tendent ça. Je n'y suis plus. Je ne suis plus au GAIS, je ne suis plus au Games, donc pour une partie de ces informations, je les vois comme vous dans les médias. Je pense qu'il y a 2 raisons. La première, c'est qu'il faut bien savoir que la vaccination... en fait, quand on vous parle de l'efficacité vaccinale, quand on dit que, voilà, que par exemple le vaccin Pfizer ou Moderna a une efficacité de 90%, ça veut dire que ce n'est pas une efficacité de 100%. C'est-à-dire qu'il y a quand même une certaine proportion des personnes qui, lorsqu'elles sont exposées, vont néanmoins être susceptibles de faire une infection. Donc ce n'est pas un on-off. C'est-à-dire qu'on a beaucoup moins de chances de faire une infection si on est vacciné, mais ça peut néanmoins se produire. Il n'y a pas une efficacité à 100%. Ça, c'est la première chose. Et donc, une personne qui est vaccinée pourrait, théoriquement, malgré tout, faire une infection dans une beaucoup plus faible proportion que des personnes non vaccinées, mais ça peut néanmoins se produire. Et puis, il y a un deuxième aspect qui est un aspect simplement un peu réglementaire. Dès le moment où le port du masque est obligatoire dans un grand nombre d'espaces publics, mais c'est difficile de pouvoir se dire, tiens, vous êtes vacciné, vous n'êtes pas vacciné, etc. Alors, il y a une règle qui s'applique à tout le monde, mais en fait, c'est très difficile de différencier cette règle selon le statut de vaccinal, parce que ce n'est pas écrit sur votre tête que vous avez été vacciné. Donc, c'est simplement une règle démocratique. Donc, la combinaison de ces 2 facteurs-là, en tous les cas, dans l'hypothèse que je peux vous proposer, c'est que c'est la combinaison de ces 2 éléments-là qui justifie le maintien de l'obligation du masque. Et je conseillerais aux personnes dans l'espace privé de aussi porter le masque lorsqu'ils se retrouvent dans un espace en particulier à l'intérieur ou à l'extérieur dans des contacts proches, parce que ces personnes peuvent être au contact de personnes qui sont vaccinées aussi, mais ça n'empêche pas à 100% le risque. On verra un petit peu après si on ne peut pas relâcher les recommandations par rapport à ça, mais on peut aussi se retrouver avec des personnes qui se croient protégées, mais en fait, parce qu'elles ont été vaccinées il y a 2 jours, mais elles n'ont pas bien intégré le fait qu'il fallait attendre au moins 2 semaines avant que la protection soit vraiment effective. Et puis, il y a des personnes dans un groupe qui peuvent ne pas encore avoir été vaccinées, et ce n'est pas toujours non plus, quand les groupes bougent dans un espace social et des choses comme ça, ce n'est pas toujours évident de faire la distinction. Donc, pour toutes ces raisons-là, je pense que dans cette phase de transition maintenant,
entre un moment où il y a seulement une partie de la population qui est vaccinée et un moment où il y aura une très grande partie de la population qui s'est vaccinée, la recommandation sur le port du masque, à la fois dans l'espace privé et dans l'espace public, me semble tout à fait opportune et indiquée. Voilà, donc il y a pas mal de questions. Merci en tout cas déjà pour ces premiers éléments et on va essayer d'avancer sur... à partir des questions qui sont posées pour essayer de comprendre un peu globalement. Alors c'est vrai que c'est important de dire, Gilbert n'est pas là comme représentant du gouvernement. À un moment donné, il est plus les conseillers. Et même à ce moment-là, c'est pas à son niveau qu'on pouvait décider. Et d'autre part, ici, il n'est plus dans ces structures-là. Et je voudrais aussi le remercier parce qu'il a accepté de participer à cette séance de manière totalement gracieuse, sans rien demander en échange ni quoi que ce soit. Et c'est vraiment très sympa d'apporter toute l'expertise qui est possible pour justement essayer de mieux comprendre. Alors, ces questions de variants, évidemment, sont un peu stressants, puisque on entend que les vaccins ont été à un moment donné aussi fabriqués en fonction de la situation de la Covid à un moment donné, et puis il y a des nouveaux variants qui arrivent, qu'on présente parfois comme plus dangereux que d'autres. Et donc, comment est-ce que, finalement, le spectre de la vaccination, de chacun des vaccins, peut-il être efficace avec les nouveaux variants qui peuvent arriver? Et sur ce point, j'ai l'impression que le fait qu'on continue à se protéger et qu'on essaye de pousser à avoir une immunité collective vise aussi, j'ai l'impression, à éviter justement les mutations successives de ces vaccins, ou c'est encore un autre enjeu? C'est encore un petit peu un autre enjeu. Je pense qu'en fait, bon, je vais répondre à plusieurs éléments. Le premier élément, c'est la protection vaccinale avec les vaccins qui sont utilisés pour le moment par rapport aux souches qui circulent chez nous et aux variants, c'est principalement le variant britannique qui représente la grande majorité des infections, l'efficacité vaccinale est bonne. Donc il n'y a pas d'inquiétude de ce côté-là à court terme. Et il faut bien se rendre compte que même si un variant s'introduit comme ça, il faut un certain temps pour que ce variant puisse se propager. On a bien vu, même le variant britannique, qui était plus transmissible, il lui a fallu quand même plusieurs mois pour passer de 1% des cas à 90% des cas. Ça ne se fait pas instantanément comme ça. Donc même s'il y a un variant qui tout d'un coup est introduit, qui vient, imaginons un variant qui vient du Brésil, qui présente certaines résistances par rapport au vaccin, il ne va pas tout d'un coup, du jour au lendemain, nous inonder et remplacer toutes les autres souches, parce qu'en fait, ces variants sont en compétition, enfin, ces virus sont en compétition les uns avec les autres. Il faudrait vraiment qu'il ait un avantage par rapport au virus qui circule pour le remplacer très, très, très rapidement. Et donc, bon, c'est pas gagné que ça se passe comme ça. La deuxième chose, c'est que dans les expériences qui ont été faites maintenant, même lorsqu'on a renseigné une certaine résistance vis-à-vis de certains variants et vis-à-vis de certains vaccins, en fait, c'était plutôt une diminution de l'efficacité. C'est pas tout d'un coup l'efficacité du vaccin qui tombe à zéro, c'est comme si on ne se vaccinait pas. C'est simplement que l'efficacité de certains vaccins vis-à-vis de certains variants était un peu plus faible. Et c'était sur base de tests qui étaient faits d'agglutination. Donc bon, je ne vais pas trop rentrer dans ces détails-là. Mais simplement, on ne perd pas tout d'un coup l'efficacité complète des vaccins. Et même une efficacité partielle permet de réduire quand même considérablement le risque de forme sévère. Et puis le troisième élément de réponse, alors ça sort un petit peu de mon domaine d'expertise, c'est vraiment plutôt les immunologues qui connaissent bien ça, mais c'est le fait que l'immunité ne passe pas uniquement par la présence d'anticorps. Il y a d'autres mécanismes qui sont impliqués dans la réponse immunitaire qui sont aussi stimulés par le vaccin. Et ces autres mécanismes peuvent aussi agir pour éviter de faire des formes sévères de la maladie. Donc je dirais qu'en fait, il y a vraiment un premier stade, c'est le stade où tout le monde sera vacciné avec un premier vaccin, je dirais une version alpha, qui va déjà nous apporter une réduction considérable de risque de forme sévère. Et à ce moment-là, effectivement, on fera un peu le bilan en fonction de ce qui évolue à ce moment-là. Mais je pense très très peu probable qu'il y ait tout d'un coup un variant qui soit résistant par rapport à tous les vaccins et qui nous ramène à la case départ. Ça, vraiment, je n'y crois pas. Et il y a encore un dernier élément qu'on peut dire, c'est que les sociétés pharmaceutiques elles-mêmes travaillent parallèlement à l'évolution de ces variants à adapter les vaccins
pour pouvoir éventuellement faire des nouvelles injections avec une échéance de temps qui reste à déterminer, qui seraient adaptées aux variants qui circulent à un moment donné. Mais ça n'a rien de neuf. C'est ce qui se passe, ou ce qui a été fait vis-à-vis de la grippe saisonnière pendant des années. Tous les ans, les personnes à risque se faisaient vacciner contre la grippe saisonnière qui circule cette année-là, et sans que ça pose de problème particulier. Et donc, il est envisageable que vis-à-vis de la Covid, dans le futur, eh bien, que les personnes les plus à risque, qu'il soit conseillé aux personnes les plus à risque de se refaire vacciner. Qu'il y ait des rappels de vaccination. Avec des rappels de vaccination, voilà, dont la fréquence reste à déterminer. Et ça, c'est trop tôt pour le dire, mais ça pourrait être annuel ou biannuel ou des choses comme ça. Alors, il y a des questions sur la gestion de l'épidémie, puisque là, pour le moment, on est en train de vraiment bien vacciner tous ceux qui ont plus de 65 ans et on atteint des pourcentages qui sont tout à fait, en tout cas pour la première dose. Et à Bruxelles, pour la deuxième dose, on est plus en avant d'ailleurs que les deux autres régions. Ça, c'est un point positif. On est en retard pour la première dose. Mais est-ce que, compte tenu du fait qu'on dit que déjà avoir une seule dose, je ne parle pas du Johnson & Johnson qui lui est complet à une seule dose, mais pour les autres, c'est toujours 2 doses, avoir une première dose permet déjà de diminuer très très fortement les risques les plus sévères de la contamination. Alors, est-ce qu'il serait intéressant, d'un point de vue de la gestion de l'épidémie, de se dire carrément, là on est en train de vacciner à partir de plus de 45 ans à ce stade-ci, mais pourquoi pas à partir de 18 ans, donnons déjà une première dose, ce qui va diminuer très 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 fortement pour tout le monde, finalement, la protection générale. Bon, je pense que cette vision décroissante par âge de l'attribution, ça reste le moyen le plus rapide de reprendre une vie normale, parce que l'objectif, comme je l'ai rappelé en début, l'objectif premier, c'est d'éviter les formes sévères. Or, effectivement, vacciner des personnes plus jeunes qui, par exemple, ont des niveaux de contact beaucoup plus fréquents, en fait, repose sur l'idée que cette vaccination empêche la transmission. Mais la première fonction qu'on a voulu faire, c'est empêcher les formes sévères. Plus que d'empêcher la transmission, parce que les résultats cliniques qu'on avait sur ce que ces vaccins apportent montraient que ces vaccins sont efficaces pour protéger les gens. Et on n'était pas encore sûr au départ que ces vaccins soient efficaces pour empêcher la transmission entre personnes. Ou en tous les cas, pas de la même manière. Et c'est maintenant qu'on commence à avoir certains pays qui sont plus en avance sur le calendrier vaccinal sur nous, comme Israël, qu'on commence à voir les premières données qui circulent, les premières analyses, sur l'efficacité du vaccin en termes de prévention de la transmission. Et ces données-là ont l'air de montrer effectivement qu'il y a un effet aussi sur la transmission sur lequel on va pouvoir s'appuyer. C'est une des raisons pour lesquelles on continue à demander de porter le masque, c'est qu'on n'est toujours pas sûr que même si on est vacciné, on est protégé, mais est-ce que, que finalement on ne peut quand même pas transmettre aux autres, et les résultats de pays qui sont beaucoup plus loin que nous, comme Israël, en termes de vaccination les résultats préliminaires sont plutôt encourageants de ce point de vue-là. Mais encore une fois, le vaccin, vous n'êtes pas protégé à 100%. Il y a des personnes qui peuvent faire malgré tout des infections. L'efficacité n'est pas de 100%, elle est de 90%. Mais il faut savoir que des maladies précédentes pour lesquelles on vaccine, en fait, 90%, c'est très élevé par rapport à d'autres vaccins pour lesquels on a pris aussi des décisions de recommandation vaccinale. Donc, il ne faut pas être à 100% d'efficacité vaccinale pour qu'un vaccin présente un bénéfice énorme en termes de santé publique. Alors, c'est Geneviève Delorge qui demande, est-ce que c'est vrai que lorsqu'on est vacciné, il y a 8 fois moins de risques de pouvoir justement contaminer quelqu'un d'autre? On est dans cet ordre-là? C'est des ordres de grandeur qui sont exactement. Sur la vaccination, toujours, il y a une question qui demande comment prouver qu'on est vacciné. Alors, c'est vrai que les personnes vaccinées reçoivent pour le moment un petit papier qui ne ressemble pas à grand-chose, mais où on dit que on a reçu la première dose à telle date et avec le numéro du vaccin et le type de vaccin et puis le numéro de la deuxième dose. Là, il y a un débat sur une espèce de passeport vaccinal, ou en tout cas de carnet de vaccination cohérent à l'échelle européenne qui est en discussion actuellement et qui permettra justement d'avoir un document plus officiel et valable aussi de manière internationale. Et puis, sur le site de masanté.be,
il est possible aussi, dans son propre dossier, de pouvoir avoir les éléments et d'éventuellement imprimer le fait qu'on a été vacciné à telle date avec tel vaccin, si c'est nécessaire. On sait que c'est un enjeu qui va devenir important puisque les personnes ont envie de voyager et que dans certains pays, il est demandé soit de faire un test, soit de montrer et de prouver qu'on est vacciné. On est encore dans une période intermédiaire où les documents officiels ne sont pas encore reconnus de manière standardisée à l'échelle au moins européenne. On est en train d'aller dans cette direction-là et ça va être un élément évidemment important. Alors, une question que je reprends là aussi, c'est Isabelle Genot qui pose cette question. Je tiens aussi à la remercier, en profiter pour la remercier parce que dans sur son site, par rapport à IXL, elle publie tous les jours les résultats et des informations sur la Covid depuis plusieurs mois maintenant, en faisant aussi des statistiques et des comparaisons. C'est un travail bénévole incroyable qui permet en tout cas d'avoir des éléments d'information sur ces évolutions-là. Et elle demande, pensez-vous intéressant, alors je ne sais pas si vous avez la compétence pour répondre à cette question, d'administrer de l'ivermectine à titre prophylactique à toutes les personnes non encore vaccinées et pour lesquelles il n'y a pas de contre-indication telles que les femmes enceintes, l'immunité déficiente ou ceux qui ont des allergies en attendant de pouvoir être vaccinés. Voilà. Bon, ça sort clairement du domaine de compétence. Bon, de ce que j'en sais, les essais cliniques sur l'ivermectine n'ont pas démontré une efficacité qui justifierait une recommandation de la sorte. Voilà, c'est tout ce que j'en sais pour le moment. Mais encore une fois, c'est pas tout à fait mon domaine. Donc non, mais alors il vaut mieux le dire, comme ça il n'y a pas d'ambiguïté. Il y a tout un secteur qui continue à être vraiment, je dirais presque maltraité, en tout cas vraiment mis de côté par les mesures de déconfinement qui ont été annoncées, c'est notamment le secteur de la culture, puisqu'il n'y a toujours pas d'activités à l'intérieur qui sont autorisées pour le moment. Malgré le fait qu'on a travaillé beaucoup sur les protocoles et malgré le fait qu'il y a pas mal de systèmes tests qui sont mis en place depuis pas mal de mois maintenant. Et là se pose la question des systèmes de purification d'air. Alors je sais que ça aussi c'est une question qui est très technique et qui est en cours de discussion. Est-ce qu'on a des éléments déjà qui ressortent de ça avec des possibilités de labellisation ou pour pouvoir voir un peu dans quelle direction aller? Et puis il y a une question qui nous est posée. Si un système de ce type-là existe, est-ce qu'on ne pourrait pas aussi soutenir le fait que soit des structures, salles de sport, salles de culture, espaces de culture ou espaces de l'ORECA puissent avoir un soutien pour pouvoir investir dans ce type de matériel? Mais ça, c'est une question plus pour nous. Hein. Ouais. Mais bon, donc ça, on prêchait auprès d'un convaincu. Hein. Donc, en fait, bon, on a fait une carte blanche avec Nathan Klumek et Léla Belkir là-dessus, en disant voilà, qu'on était un peu coincé depuis des mois dans une approche secteur par secteur, et que cette approche, en fait, elle pose des tas de problèmes, parce qu'en fait, elle va mettre dans une même catégorie de risques des situations sanitaires qui sont très différentes. Et donc, à l'intérieur d'un secteur, que ce soit le secteur de la culture, que ce soit le secteur de l'ORECA, que ce soit le secteur des métiers de contact, en fonction des métiers, des protocoles et des lieux, les risques de transmission qui vont y avoir dans ces lieux, dans ces activités, vont être très différents. Et donc, il est tout à fait possible d'avoir un événement culturel Covid-safe dans un lieu adapté. Alors, effectivement, certains lieux nécessitent une adaptation, ce qui pose la question des investissements en ventilation ou en mécanisme de désinfection, des choses comme ça. Mais il y a déjà des lieux qui sont très bien ventilés, dans lesquels il aurait été possible, si on n'avait pas eu une approche par secteur, d'organiser des événements qui étaient, en fait, à un risque très faible de transmission. Et c'est parce qu'on était coincé dans cette approche secteur par secteur qu'en fait, ça n'a pas été rendu possible. Et donc, on plaide on a plaidé avec Nathan Klumek et Léla Belkir pour une évolution de cette stratégie, de manière à ce que, dans le futur, parce qu'il n'est pas exclu que malgré la vaccination, avec les évolutions de variants, etc., on puisse retrouver des moments ou des lieux qui sont un peu plus critiques du point de vue de la transmission dans le futur, et je pense qu'il faut être prudent par rapport à ça. Mais si on veut se préparer correctement par rapport à ça, une bonne manière de le faire,
ce serait de réfléchir dès maintenant à une manière d'avoir des recommandations qui se fassent à l'échelle du lieu et de l'activité, et plus à l'échelle d'un secteur entier. Et on a plein d'analogies pour ça. Pareil, je vais prendre un exemple. En France, vous avez je sais plus, j'en ai en Belgique aussi, on a des indications liées au niveau de pollution dans lequel on se trouve. Et en fonction du niveau de pollution dans lequel on se trouve à un moment donné, en fonction du véhicule dont on dispose, il y a à certains endroits, en fonction des catégories de niveau de pollution du véhicule, des interdictions qui peuvent s'appliquer. C'est un dispositif qui existe en France. Et c'est tout à fait accepté. C'est-à-dire qu'à un moment critique, eh bien, les véhicules qui représentent le plus de risques par rapport à cette pollution, ils sont empêchés. Et c'est quelque chose qui est organisé au niveau individuel. Il y a d'autres analogies sur lesquelles on peut se baser. Il y a des tas de lieux qui sont inspectés par rapport à la sécurité incendie, tous les lieux publics. On fait des investissements pour qu'il y ait une porte de secours, pour qu'il y ait une signalétique et des choses comme ça. Et ils sont inspectés par rapport à cette sécurité. On pourrait très bien imaginer un dispositif analogue par rapport à la sécurité sanitaire. D'autant qu'on accepte très bien de devoir faire ce type d'investissement par rapport à la sécurité incendie, mais la sécurité incendie, en termes d'impact sanitaire, alors chaque incendie est un drame, mais c'est très très faible, en fait. Et on accepte des investissements importants pour empêcher un risque en fait relativement faible à l'échelle d'une population. C'est un discours sur la normalisation d'une certaine façon, en se disant on a eu d'autres grands stress qui nous ont amenés à faire des réformes et à rajouter des règles. Et si on peut faire la même chose et finalement continuer à vivre un peu le plus normalement possible en adaptant ça au lieu. Mais disons que c'est une réponse plus structurelle et qui aurait le mérite en plus de pouvoir rendre nos lieux et nos sociétés plus résistantes, plus résilientes par rapport à des futurs risques pandémiques qui pourraient se produire, et donc on serait mieux équipé pour pouvoir y faire face. Et la dernière chose, c'est peut-être pour revenir un petit peu sur ce qui s'est passé, c'est que je pense qu'à un moment, on s'est trouvé un peu enfermé dans cette logique de secteur par secteur, et qui donne lieu à toute une série comme ça d'arbitrage, et parfois même de marchandage politique, et parce qu'on est resté un peu coincé dans cette approche secteur par secteur, et je pense que la culture en a malheureusement fait les frais. Voilà, et donc les mouvements de contestation du secteur culturel, je les comprends. Alors il faut quand même peut-être, pour être honnête, il faut nuancer. Donc la culture, c'est pas que les lieux de spectacle. La culture, c'est aussi les musées. Et ça fait des mois que les musées sont ouverts et que c'est un lieu qui a été fréquenté. Enfin, moi, j'ai été beaucoup au musée parce que c'était la seule chose qui était ouverte, et c'était très chouette de pouvoir découvrir des tas de lieux que je ne connaissais pas. Donc, c'est pas tout à fait vrai de dire que la culture a été fermée comme secteur dans son ensemble. Mais c'est vrai que... Non, mais on peut parler du sport aussi, de toutes les activités qui ont lieu à l'intérieur, qui sont touchées. Il y a quelqu'un qui pose une question, alors encore une fois, c'est au niveau de la santé, donc je ne sais pas si ça rentre directement dans vos compétences. Quelle stratégie de vaccination pour les personnes déjà contaminées une ou plusieurs fois, mais qui n'ont pas ou plus eu ou peu d'anticorps? Et c'est la même personne qui nous dit, voilà, chez nous, on est plutôt très, très respectueux de toutes les règles depuis le départ, et on a eu le Covid à plusieurs reprises. Est-ce qu'il y a dans la population des personnes qui sont plus à risque que d'autres, ou même des personnes, à un moment donné, on a dit que les gens qui étaient du groupe sanguin O+, je pense, je ne sais plus exactement, étaient éventuellement résistaient mieux à ces vaccins que d'autres, au virus que d'autres. Est-ce qu'on a des informations là-dessus qui sont un peu... Donc maintenant, on commence à avoir un peu de recul. Alors sur la question du groupe sanguin, il y a des résultats récents qui remettent un petit peu en question ces premiers résultats qui avaient été observés surtout en Chine. Mais peut-être, ce qui intéresse beaucoup les gens, je pense, c'est la question de... Voilà, quelle est la protection que confère une infection naturelle, et en quoi ça se compare à la protection que va conférer le vaccin. Et ça, il y a des travaux qui ont cherché à quantifier ça. Donc là où le vaccin, par exemple Pfizer ou Moderna, ont une efficacité un peu supérieure à 90%, une infection naturelle a une efficacité générale de l'ordre de 80%. Et donc, il y a un certain nombre mais 80%, de nouveau, ce n'est pas 100%. Et donc, il y a un certain nombre de personnes qui ont fait une infection naturelle, qui ont traversé ça, mais qui se refont infecter quelques semaines ou quelques mois plus tard,
parce que, effectivement, et ça, on ne comprend pas encore tous les mécanismes qui sont en jeu, parce qu'effectivement, cette protection n'est pas parfaite, ce n'est pas une protection de 100%. On en revient à la même chose. Et donc, effectivement, pour ces personnes-là, le vaccin est très utile pour venir remettre une protection contre l'infection. On a quand même quelques chiffres récents qui sont sortis, qui confirment plutôt que les évaluations quantitatives, que le vaccin, qui confirment en fait je dirais les résultats des essais cliniques qui montrent que le vaccin offre vraiment une bonne protection. Donc, il n'y a pas vraiment de raison à ce stade je dirais de douter en fait de l'efficacité des vaccins par rapport à la transmission et à la protection qu'ils apportent. Alors, merci. Alors, il y a encore une thématique ou l'autre, c'est la thématique du débat culturel et de la difficulté de s'y retrouver dans les chiffres. On a parfois été assommé effectivement d'informations et de chiffres, et puis on se rend compte qu'il y a une partie du public qui décroche et où l'argumentation, c'est pas ça finalement qui va convaincre les gens, soit de se faire vacciner, soit de suivre un certain nombre de règles. Et donc, comment est-ce qu'on peut, dans la gestion d'une épidémie, s'en sortir et finalement être un peu plus efficace aussi dans la communication qu'on peut exercer pour qu'il y ait un maximum de personnes, puisque ici, on le voit bien, finalement, cette Covid, elle nous montre qu'on est obligé d'être tous solidaires. Et quand je dis tous, c'est à l'échelle d'un pays, mais à l'échelle même planétaire, puisque on est tous influencés par ce qui se passe par ailleurs. Et donc, si on veut toucher tout le monde ne fonctionne pas de la même façon. Dans un pays comme la Belgique, dans une région comme Bruxelles, XL, c'est encore... On a plus de 160 nationalités. Comment est-ce qu'on fait pour parvenir à avoir des bons outils de communication et d'action qui permettent vraiment de toucher un maximum de personnes ? Alors, il y a une difficulté très particulière et qui est propre à cette épidémie et pandémie ici, c'est le fait que son impact le plus important, d'une certaine manière, pour une grande partie de la population, reste invisible. C'est-à-dire que, en fait, c'est un problème qui se concentre dans les hôpitaux, et en dehors des périodes, vraiment des pics épidémiques, où chacun... À un moment, on commence à sentir, ok, je connais telle personne qui s'est fait infecter, ou je connais telle personne qui a fait une forme sévère, ou parfois, malheureusement, qui connaît quelqu'un qui en est décédé. On peut avoir l'impression que le problème a disparu, parce qu'autour de soi, on ne connaît plus personne qui est réellement infecté ou qui soit vraiment touché, alors que dans les hôpitaux, il y a une situation problématique. Et donc, ça pose toute la question de comment arriver à convaincre mais qu'il faut maintenir un certain nombre de choses et qu'il faut rester solidaire d'une situation qui a perdu en visibilité. Et ça, moi, il n'y a pas 45 000 solutions. Je pense qu'il faut s'engager avec les acteurs, discuter et dresser des ponts, essayer de stimuler des rencontres entre les uns et les autres. Et il y a un élément, un instrument, en tous les cas, notamment par rapport aux mesures, qui, à mes yeux, a été très très fort sous-utilisé. Je ne dis pas que c'est une solution à tous les problèmes, mais je pense qu'il a été assez sous-utilisé. C'est l'instrument participatif, c'est-à-dire que ce soit par rapport à des mesures qui concernent un secteur, que ce soit des mesures qui concernent les citoyens, c'est d'essayer d'associer un certain nombre d'acteurs à la réflexion qu'il peut y avoir autour du développement d'un certain nombre de mesures. Donc c'est quelque chose qu'on a essayé de faire à notre échelle à l'ULB. Donc on a depuis plusieurs mois maintenant, il y a tout un groupe d'étudiants tirés au sort qui discutent sur en fait les conditions dans lesquelles on va organiser le back to campus, le retour sur les campus. Et ces discussions, ce n'est pas des discussions en l'air, c'est des discussions qui sont structurées, qui sont organisées avec une méthodologie bien spécifique et qui est informée par des experts. Donc moi, je suis venu, j'ai été participer à ces discussions pour répondre à toute une série de questions que les étudiants se posaient. Et après ça, ils discutent et ils arrivent avec des propositions de solutions qui ont un avantage gigantesque sur les propositions de solutions que nous, on aurait pu proposer au niveau du rectorat. C'est que ce sont des propositions de solutions qu'eux-mêmes considèrent comme étant réalistes du point de vue de leur vie et adaptées à ce qu'ils peuvent mettre en œuvre. Et je pense que ça, c'est un élément vraiment qui a été sous-utilisé dans la réponse à cette pandémie, parce que ça
ça aurait été vraiment de nature à maintenir, sans doute de façon beaucoup plus durable, l'adhésion de la population aux mesures qui ont été proposées. Parce que les mesures, enfin, je pense que le sentiment est quand même un sentiment assez généralisé. Il y a ce sentiment qu'elles sont décidées dans un cercle d'experts, on ne sait pas très bien qui, comment, ni comment, pourquoi ils ont été choisis, qui conseillent le gouvernement, et puis hop, ça nous retombe dessus, et puis on est obligé de subir et de les respecter, quoi. Et c'est vrai que ce mécanisme-là montre ses limites. Alors ça fonctionne sans trop de problèmes quand on est en plein cœur de l'épidémie, mais dès le moment où on sort de ces phases vraiment critiques, ça montre ses limites, et surtout quand ça se prolonge dans la durée, que ça devient de plus en plus difficile à tenir. Voilà, donc je ne vois pas tellement d'autres solutions que d'impliquer les Oui, c'est une question qui se pose aussi pour les pouvoirs publics, puisque nous, on reçoit les statistiques et on regarde, tiens, on est en avance dans telle tranche d'âge par rapport à d'autres communes ou à d'autres régions, est-ce qu'on peut prendre des initiatives ? Et c'est vrai qu'à un moment donné, on a déjà envoyé un courrier à tous les plus de 65 ans dès le départ pour leur proposer aussi une aide pour se déplacer, pour celles et ceux qui en avaient besoin. Signaler aussi que les personnes qui ne pouvaient pas bouger de chez elles, dans les personnes les plus âgées ou pour d'autres raisons, pouvaient, et c'est le cas maintenant, bénéficier d'une vaccination mobile. Et donc ce sont plutôt un médecin ou un infirmier, un infirmier, une infirmière qui peuvent venir à domicile pour vacciner les personnes. Ça, c'est nouveau et ça peut fonctionner maintenant en prenant contact avec le médecin généraliste. C'est important parce que tout le monde ne peut pas bouger. La commune avait aussi mis en place un système d'aide pour ceux qui peuvent sortir de chez eux mais qui ont des difficultés à se rendre à l'un des 10 centres de vaccination qui sont disponibles actuellement. Et puis, renvoyer des courriers, ça ne sert à rien. Donc on essaie de travailler avec des associations, avec plusieurs groupes humains différents dans lesquels les personnes peuvent échanger, avoir des informations, et puis peut-être justement échanger et se faire une opinion un peu plus précise sur cette Covid. C'est clair qu'il y a une pression importante parce que, on le voit bien, il y a encore tellement de choses dont on est privé pour se protéger. Et on a envie de passer à un autre cap, et la pression aujourd'hui, elle est très importante. Alors évidemment, il y a j'espère, moi, personnellement, que les dernières décisions sont peut-être la première étape d'un changement de paradigme, c'est-à-dire d'un changement de la gestion de la crise de la Covid, en essayant de prendre le risque d'accepter éventuellement plus de contamination, mais d'ouvrir, de permettre de retrouver des activités, de se voir davantage à l'extérieur, de pouvoir justement retrouver une vie sociale. Et c'est très très important parce que le baromètre aujourd'hui n'est plus seulement les personnes qui se retrouvent dans les unités de soins intensifs à cause du Covid, c'est aussi toutes les autres personnes. On l'a vu, les enfants qui ont des difficultés dans leur scolarité, qui a été très bousculée, les personnes isolées, les problèmes psychiatriques, les problèmes psychologiques, les problèmes d'autres types de santé qui ne sont pas suffisamment pris en charge par les hôpitaux parce qu'ils sont aussi débordés. Tout ça, ça existe. Et donc, évidemment, on doit aussi être attentif à ça pour pouvoir gérer la crise un peu autrement. Et j'ai envie d'être un peu positif en se disant qu'on va plutôt dans la bonne direction. Mais, et les interventions et la carte blanche que vous avez signée effectivement avec Datang Klumek et Madame Leïla Belkir vont tout à fait dans ce sens-là, en se disant, comme on a eu, il y a quelques années, un énorme incendie à Bruxelles de l'innovation, et depuis lors, on a complètement changé le système de sécurité dans les bâtiments, on doit changer un certain nombre de dispositifs un peu partout pour pouvoir vivre normalement en minimisant les risques que l'on peut avoir. Et si ça doit passer peut-être par une vaccination, c'est une autre question qui a été posée annuelle, ou des rappels de vaccins qui s'adaptent à la situation, mais pourquoi pas finalement, on le fait bien pour toute une série d'autres domaines, et pourquoi pas là-dessus. Une question, sur l'extérieur, aujourd'hui, est-ce que les risques de contamination sont vraiment aussi importants? Alors, d'un côté, on dit, tout ce qu'on permet maintenant, c'est à l'extérieur, mais en même temps, on voit, évidemment, avec la boom 1 et la boom 2 annoncée éventuellement, ça prend des proportions un peu importantes, il y a une très forte réaction pour essayer d'empêcher ce genre d'événements. Alors, c'est quoi le risque de contamination à l'extérieur?
Mais le risque de contamination à l'extérieur, dans une activité normale, bon, déjà, si on est à l'extérieur et qu'on porte un masque, entre deux personnes qui se parlent avec un masque, le risque est à peu près nul, parce que les quelques particules virales qui échapperaient du masque vont être très, très rapidement diluées. Donc là, je pense qu'on peut être tout à fait rassurant. Et les problèmes commencent à se poser si on enlève le masque et qu'on est proche l'un de l'autre. Et là, il y a effectivement un risque non nul, enfin un risque qui devient un peu plus important. Mais la question, c'est pas juste ça. La question, c'est qu'à partir du moment où on est à l'extérieur et qu'on est sans masque et puis qu'on commence à être bourré parce qu'on fait la fête et qu'on se parle à 2 cm parce qu'il y a de la musique et qu'il faut entendre ce que l'autre dit, mais les risques ils deviennent vraiment importants. À ce moment-là, si un des deux est infecté, on a tous vécu ça, quand on est dans un lieu où il y a de la musique, premier réflexe, on se rapproche de la personne à qui on parle et voilà, où on a tous eu quelqu'un de bourré qui nous gueule dans l'oreille. On imagine bien ce que ça peut donner en termes de risque de transmission. Donc il faut bien se rendre compte que ce type d'activité-là, même en extérieur, c'est pas tellement c'est pas un ensemble de personnes assises qui discutent tranquillement et qui font un petit pique-nique. Là, c'est des gens qui font la fête, et les gens qui font la fête s'embrassent, traînent, se parlent très près. Et dans ces conditions-là, même en extérieur, il y a un risque de transmission et il faut en être conscient. Et donc, je pense que voilà, et c'est ça qui amène à des mesures, je dirais, plus d'interdiction par rapport à ce type d'événement-là. Voilà, je pense qu'effectivement, essayons de saisir ce qui est offert comme possibilité d'être dehors. Franchement, aujourd'hui, on a plus de possibilités de se rencontrer, on en a besoin absolument. Je pense que si on fait un peu l'effort, effectivement, de garder les mesures de distance, de porter son masque encore, je sais qu'on préférerait tous l'éjecter parce qu'on en a marre, mais si on est dans des situations où on est très proche, essayons de le porter. Il y a une belle vitre ici qui nous sépare à tous les deux, et l'espace est très 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 grand. C'est la raison pour laquelle ici on ne le porte pas non plus. Voilà, faisons un peu encore ces petits efforts, avançons dans la vaccination pour pouvoir balancer tout ça le plus rapidement possible. C'est évidemment le souhait de tout le monde. Il y a une question sur la stratégie qui est mise en œuvre par les PSE, c'est-à-dire ça concerne surtout les crèches et les écoles. Il y a des protocoles qui sont définis par l'ONE, en tout cas pour la Fédération Wallonie-Bruxelles, qui sont applicables dans les écoles. Et effectivement, ces protocoles visent un objectif d'abord, c'est qu'on garantisse la scolarité des enfants au maximum. Et donc, comme les enfants sont à l'intérieur, dans les classes, les plus jeunes n'ont pas de masque, on a des protocoles assez stricts. C'est-à-dire que dès qu'il y a des contaminations, il y a un protocole qui se met en place avec toute une série d'enfants qui sont mis en quarantaine. Et la logique de ces protocoles, c'est qu'on regarde où sont situés les enfants. Si en classe, ils sont à côté d'un petit copain, d'une copine très proche, alors on demande que les personnes qui sont les plus proches fassent un test pour pouvoir vérifier si la personne est contaminée ou pas, après avoir détecté qu'il y avait une contamination donc, et des symptômes. Et on élargit ces protocoles de quarantaine très largement dès lors qu'on constate qu'il y a un éventuel cluster, c'est-à-dire un endroit, une source qui contamine plusieurs personnes. C'est ça la logique. Actuellement, c'est assez lourd puisque si on constate cet élément-là et qu'une personne est contaminée, ça veut dire qu'elle doit rester 10 jours en quarantaine. Et puis, les autres personnes doivent faire des tests. Si vous faites un test et que vous êtes de manière rapprochée avec une personne contaminée et que vous ne pouvez pas garder la distance, ça peut faire 17 jours de quarantaine. Mais ces mesures-là, elles sont là pour essayer d'éviter la propagation très large des contaminations. C'est un des objectifs que l'on a. Ces règles évoluent dans le temps. Et elles sont déterminées par la Fédération Wallonie-Bruxelles du côté francophone et la Vlaamse Gemeenschap du côté néerlandophone. Il y a encore une question sur... alors ça c'est très sympathique parce qu'une personne voulait être volontaire dans un centre de vaccination. Et donc il y a un site, est-ce qu'on peut le mettre peut-être dans le chat du Facebook,
dans lequel on peut s'inscrire. C'est, alors je le dis comme ça, c'est vaxibrussels.bip, mais je propose que ça soit écrit en toutes lettres dans le suivi du chat sur Facebook pour que vous puissiez avoir le lien. Et d'ailleurs, je vais donner quelques adresses utiles parce que je pense que c'est important. Bruvax, vraiment pour pouvoir s'inscrire et être dans des listes d'attente pour la vaccination. Le 02 214 19 19, qui est un numéro de téléphone qui vous permet d'avoir des informations dans plusieurs langues différentes pour savoir où est-ce qu'on en est et éventuellement aussi s'inscrire à des listes de vaccination. Le site Ma Santé qui vous permet d'avoir des informations sur votre santé, les éventuelles comorbidités qui sont établies. Évidemment, contactez votre médecin généraliste qui est aussi une personne qui peut vous donner beaucoup d'informations. Et puis au niveau communal, un numéro vert que je rappelle qui est disponible tous les jours de 9h à 12h du lundi au vendredi, qui est le 0800 33 058. Alors voilà, on a fait 1 heure, voilà, il est 20h. Je ne sais pas, on n'est pas obligé de s'arrêter tout de suite maintenant, mais j'ai l'impression qu'on a abordé quand même pas mal des questions qui étaient... qui nous avaient été envoyées, alors peut-être pas de manière super précise, enfin non, je veux dire exactement comme elles étaient rédigées, mais on a essayé de rassembler plusieurs questions qui allaient dans le même sens. Je regarde encore s'il y avait des questions auxquelles on est passé, mais même si c'était le cas, n'hésitez pas, pour vous qui êtes derrière votre écran maintenant, ou pour celles et ceux qui regarderont le Facebook Live, non pas en live, mais en différé, à poser sur la page de la commune et en dessous de ce post vos éventuelles questions et on essayera d'y répondre avec toutes les informations. On ne répondra que si on est sûr des réponses pour éviter d'apporter encore plus de confusion dans un contexte qui n'est pas tout à fait évident. Voilà, je tiens vraiment encore une fois à remercier Marius Gilbert d'avoir accepté ce petit rendez-vous avec des Xellois et tous les autres qui ont voulu nous rejoindre sur Facebook. Avançons, regardons un peu les perspectives qui viennent. À partir du 8 mai, les terrasses pourront être ouvertes et on va vraiment tout faire pour soutenir un secteur qui a été fortement touché. On fait la même chose avec la culture. Donc ne vous étonnez pas si dans l'espace public, il y a un peu plus de place pour le sport, pour la culture, pour l'ORECA, pour justement permettre de retrouver des activités qu'on avait mis de côté pendant un peu trop de temps. Et je pense que ça va nous faire du bien. Merci pour vos patiences aussi, pour vos solidarités à accepter ces situations, puisque pour le moment, on nous recommande surtout de faire des activités à l'extérieur. Et donc forcément, il y a un peu embouteillage sur l'espace public, mais on va gérer ça le mieux possible. Merci beaucoup. Bonne soirée à chacune et à chacun d'entre vous et prenons bien soin de nous et des autres. Et si je peux me permettre, même si je sais que ce n'est pas obligatoire, faisons-nous vacciner et essayons d'encourager, ou en tout cas, et on est là encore pour répondre à vos questions si vous avez des doutes par rapport à cette vaccination. Il y a plein de références et de numéros que je vous ai donnés. Parlez-en autour de vous si vous avez encore des doutes, mais je pense que c'est important parce que c'est ce qui va aussi nous permettre de pouvoir retrouver une vie un peu plus normale le plus rapidement possible. Merci beaucoup.